Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour évoquer la figure légendaire d'un mousquetaire, le plus célèbre de tous. Vous l'avez deviné et vous le connaissez par cœur, j'en suis persuadé. Je parle bien sûr de D'Artagnan. Proche du cardinal Mazarin et du roi Louis XIV, le véritable D'Artagnan laisse à ses contemporains le souvenir d'un homme aux qualités exceptionnelles. Mais la littérature a fait de D'Artagnan un personnage de cap et d'épée, aux multiples aventures en compagnie de Porthos, Athos et Aramis. Mais au-delà de cet archétype, se cachait un homme, le vrai, le véritable D'Artagnan, de son nom Charles de Batz de Castelmore, un garçon de la campagne Gascogne qui est devenu l'homme de confiance du pouvoir royal et un mousquetaire. Vous voulez en savoir plus sur D'Artagnan? Venez avec moi. D'Artagnan, on le sait, ne fut pas seulement un héros de roman ou de film de cap et d'épée. Il apparaît à l'histoire, particulièrement à celle du règne de Louis XIV, où il occupe une place honorable, due à sa fidélité, à sa grande proximité avec le souverain, à ses talents et à ses exploits. Il se fait estimer à la guerre et à la cour, écrit Saint-Simon dans ses mémoires, où il entre si en avant dans les bonnes grâces du roi, qu'il a toute apparence, qu'il eût fait une fortune considérable, s'il ne eût pas été tué devant Maastricht en 1673. Vers 1630, au milieu du règne de Louis XIII, un jeune cadet de Gascogne, âgé d'environ 18 ans, quittait sur une modeste monture. Alexandre Dumas n'a rien inventé sur ce point. Le manoir familial de Castelmore, non loin du village de Lupiac, en Fenzac. Après avoir embrassé ses parents, son frère Arnaud, futur recruteur du village, et ses 3 sœurs, il part chercher l'aventure et la gloire à Paris. Il s'appelait Charles Augier de Batz de Castelmore. Son arrière-grand-père Arnaud de Batz, marchand enrichi, avait acquis ce manoir en quelques terres alentour. Son père Bertrand, taraudé par le démon de la particule, s'était allié à la branche des Montesquieu, l'un des plus hauts lignages de Gascogne, descendant des comtes de Fenzac et d'Armagnac, en épousant Françoise de Montesquieu, de la maison seigneuriale d'Artagnan, un simple moulin sans caractère, au bord de la Dour, près de Vic en Bigorre. La famille n'était pas fortunée. Un inventaire d'août 1635, dressé après le décès de Bertrand de Batz, nous fait connaître le cadre familial sobre et rustique de la modeste gentilhonnière de Castelmore. Les 9 métairies que possédait le défunt dans les environs étaient grevées de dettes. Le bétail avait été saisi. L'inventaire précise qu'à cette époque, 3 des 4 garçons de Bertrand, Paul, Jean et Charles étaient absents du pays au service de Sa Majesté. On ne dispose malheureusement que de peu de renseignements sur les débuts de la carrière militaire de D'Artagnan, qui avait préféré prendre le patronyme de sa mère, plus connue à la France. En mars 1633, son nom apparaît sur une montre, c'est-à-dire une liste de présence établie après une revue de la compagnie des mousquetaires de la garde à cheval du roi. Passé au château d'Écouen, il ne restera que quelques années dans ce corps militaire remplacé en 1640 par son frère aîné Paul, lui aussi monté à Paris. 2 ans et demi après la mort de Louis XIII, en janvier 1646, la compagnie des mousquetaires fut cassée en raison de l'attitude provocante de son chef, le comte de Tréville. On ignore dans quelles unités D'Artagnan servait alors, car la guerre fait rage aux frontières contre les impériaux et les Espagnols. On sait seulement qu'en juin 1646, le cardinal Mazarin l'a pris à son service parmi ses gentilshommes ordinaires. Ces estaffiers de haut vol servaient le principal ministre d'agents de liaison et de renseignement, portant les plis les plus secrets, annonçant les mouvements de troupes et l'informant de l'activité de ses ennemis.
En 1658, après avoir servi vaillamment comme lieutenant, puis comme capitaine au régiment des gardes dans l'armée du maréchal de Turenne, D'Artagnan fut promu sous-lieutenant de la compagnie des mousquetaires. Ce qui en fait le véritable chef, car le neveu de Mazarin, Philippe Mancini, duc de Nevers, ne portait que pour la forme le titre de capitaine-lieutenant, et le roi celui de capitaine, comme pour toutes les unités à cheval de sa maison militaire. Le jeune Louis XIV aimait beaucoup ce corps d'élite, vêtu de casaques bleus, orné de croix, fleurs de lycée. Il inspectait fréquemment et les faisait manœuvrer dans la cour du Louvre, en cours d'agrandissement. Il apprécie très vite la rectitude, le dévouement, la fidélité de D'Artagnan, officier valeureux. Aussi n'hésite-t-il pas à lui confier plusieurs missions de confiance. C'est ainsi qu'en septembre 1661, D'Artagnan procède à l'arrestation à Nantes du surintendant des finances Nicolas Fouquet, accusé de trahison et de détournement d'argent, et de lèse-majesté, le crime le plus grave, pour avoir fortifié clandestinement la place de Belle-Île-en-Mer, lui servant de geôlier durant sa détention et son long procès. Il le garde à Angers, au château de Vincennes, à la tour de Moret et à la Bastille, avant de le conduire en décembre 1664, à la tête de 100 hommes de sa compagnie, au donjon de Pignerol, petite place française, sur les revers italiens des Alpes, où l'un de ses maréchaux des logis, Bénigne de Saint-Marc, prit le relais, tâche ingrate à laquelle le mousquetaire s'était acquitté à la perfection. L'année suivante, ayant accompagné le contingent des troupes royales envoyées au secours des Hollandais, attaqués par les Espagnols, et les reîtres du féroce évêque de Münster, Bernard von Galen, il fut complimenté par le roi pour son zèle et la discipline de ses hommes, alors que la plupart des autres unités avaient fait preuve d'excès, de débauche, de désordre. Il ne faut que persévérer dans cette bonne conduite, lui écrit-il, pour faire que je sois toujours fort content de la compagnie et principalement de vous, qui devez être assurés de la continuation des effets de ma bienveillance aux occasions qui s'offriront. À son retour, reçu d'un air gracieux, il fut pourvu de la charge vacante de capitaine des petits chiens courant le chevreuil, et à la démission du duc de Nevers de celle de capitaine-lieutenant de la compagnie des mousquetaires, la plus belle charge du royaume de France, selon Colbert, car elle impliquait, à l'instar des capitaines des gardes du corps, une présence constante auprès du souverain. Durant la guerre de dévolution en 1667, au cours de laquelle Louis XIV avait entrepris la conquête des Pays-Bas espagnols au nom des droits de la reine Marie-Thérèse d'Autriche, il s'illustre à Armentières, Tournai et Douai, au siège de Lille, la grande place des Flandres. D'Artagnan fait bravement et volontairement se jeter au milieu de la mêlée, alors qu'il était de réserve, après avoir été blessé d'une légère contusion. En 1668, il entre aux côtés du Grand Condé dans Besançon, fière cité espagnole, qui venait de capituler. Une moins noble tâche lui fut ensuite confiée, réprimer la révolte du Vivarais, où des paysans endoctrinés par un petit seigneur local, Antoine du Roure, qui leur avait fait croire que le gouvernement allait taxer jusqu'à leurs chapeaux et leurs chemises, avaient levé les armes contre l'autorité royale et s'étaient emparés de la ville d'Aubenas, égorgeant les consuls, semant la terreur. Là, comme ailleurs, D'Artagnan fait preuve de courage, de détermination. Les insurgés, équipés de plusieurs milliers de mousquets de contrebande, furent défaits au village de la Ville-Dieu et leur attroupement dispersé le 25 juillet 1670. Louis XIV était si satisfait de ses services qu'en août de la même année, à peine revenu à Paris, il l'envoie en Lorraine, où le duc Charles IV, jouant double jeu, négociait secrètement avec la Hollande, l'Espagne et le Saint-Empire romain germanique. Avec la maison du roi, D'Artagnan voit à la rescousse du régiment mestre de camp général que le félon vassal voulait livrer à l'empereur. L'ordre fut rétabli après la chute de Nancy et d'Épinal.
En novembre de l'année suivante, une nouvelle mission incombe à D'Artagnan, conduire le comte de Lausanne au donjon de Pignerol. La grande mademoiselle, cousine germaine de Louis XIV, toujours amoureuse de cet étonnant et impossible Don Juan, avait reconnu que, durant le voyage, le Gascon s'était comporté en parfait gentilhomme, en dépit d'un différend qui avait séparé les deux hommes quelques mois plus tôt lors d'une revue militaire. Il n'y avait rien à craindre de la malhonnêteté de D'Artagnan, mais pour ses ennemis, écrit-elle dans ses mémoires, car c'était un fort honnête homme, et qui méritait bien l'estime et la confiance que le roi avait mise en lui. Cette humanité, le mousquetaire en avait déjà fait preuve au moment de la garde de Nicolas Fouquet aux grandes dames de Colbert. En 1672, D'Artagnan était un homme arrivé. Il arbordait fièrement une couronne comtale au-dessus des armes de Batz de Castelmore. Écartelé aux 1 et 4 d'or, à l'aigle éployé de sable aux 2 et 3 d'azur, au château à 2 tours d'argent maçonnées de sable. La guerre de Hollande se prépare activement. Le 15 avril 1672, il fut nommé maréchal de camp, l'équivalent de général de brigade, et gouverneur intérimaire de la ville et châtellerie de Lille, d'Orchis et du pays de l'Alleux en Artois, en remplacement du maréchal d'Humières, exilé pour avoir refusé de servir sous les ordres de son collègue Turenne, maréchal général. Début de mai, il fait ses malles et quitte la maison dont il était locataire, à l'angle de la rue du Bac et du quai de Grenouillère, aujourd'hui quai Voltaire, et prend la route des Flandres. Il part seul. Sa femme, Anne-Charlotte Boyer de Chalancy, épousée en 1659, s'était séparée de lui quelques années plus tôt, après lui avoir donné 2 garçons, et vivait claquemuré dans son castle de Sainte-Croix en Bourgogne. Mésentente conjugale due aux absences répétées du mari pour cause de service. La riche baronne, disait-on, harcelait son mari, qu'elle voulait suivre dans toutes ses pérégrinations. L'île était un poste d'importance, un des plus beaux gouvernements que le roi ait à donner, à en croire l'ambassadeur de Savoie, le marquis de Saint-Maurice. La vieille cité, aux 40 000 habitants, l'une des principales du royaume de France, mal francisée, jalouse de ses privilèges et traditions, gardait un air de souveraineté espagnole. C'est à Lille, plus qu'en tout autre lieu, que le Gascon, blanchi sous le harnois, révèle sa nature ombrageuse et irascible. Une première querelle éclate avec l'un des ingénieurs de la citadelle, le chevalier de Montgivreau. Une première querelle éclate avec l'un des ingénieurs de la citadelle, le chevalier de Montgivreau, qui ne l'informait de rien et prétendait ne dépendre que du seul Vauban, gouverneur de la citadelle, ce qui conduit ce dernier à se plaindre auprès de Louvois, secrétaire d'État à la guerre, de ses paroles injurieuses, vaines, vagues, inutiles et très peu décentes pour un homme de condition. Vexé, D'Artagnan ne se laisse pas faire. Le chevalier est resté fautif. D'Artagnan écrit « Je suis persuadé, monseigneur, lui répond-il, dans sa savoureuse orthographe, que le roi sera fâché contre moi si je souffrais qu'un petit ingénieur de 2 jours méprisait le caractère que sa majesté m'a fait l'honneur de me donner ici. » Comme il était fier, l'ancien cadet de Gascogne, de s'être hissé au niveau des grands seigneurs et des maréchaux de France. L'intendant Le Pelletier cherchait à apaiser ressentiment et aigreur. Mais vous savez, mande-t-il à Louvois, comme M. D'Artagnan est entier et ferme dans ses résolutions. À peine cette affaire est-elle apaisée qu'une autre éclate entre D'Artagnan et l'adjoint direct de Vauban dans la citadelle, Monsieur de la Vercantière, qui lui aussi n'en faisait qu'à sa tête et refusait de rendre compte au gouverneur général de la place. Il s'ensuit d'autres et aigres explications et une nouvelle lettre à Louvois du bouillant gascon. Vous ne voudrez pas que je ose ici, commandant Sens, y avouer l'autorité que ma commission m'a donnée et que le roi m'a fait l'honneur de me dire
qu'il voulait que j'use. De son côté, la Vercantière rédige une plainte et Vauban lui-même, vexé de jouer, comme il le dit, le rôle de Trivelin prince, Trivelino bouffon de la comédie italienne dans le genre d'Arlequin, offre sa démission. Mais D'Artagnan, vétilleux, chicanant diable, plaideur opiniâtre, voulait toujours avoir le dernier mot. Pour lui donner du baume au cœur et clore la querelle, le roi lui fait dire qu'il ne pouvait confier la place à personne entre les mains de qui elle pût être en plus grande sûreté. Cependant, la guerre de Hollande continuait. Le 25 juin 1673, D'Artagnan, après avoir rendu au maréchal d'Humieres son gouvernement de Lille, capitale du Limbourg, se trouvait sous les murs de Maastricht, que l'armée française, forte de 45 000 hommes, assiégeait sous la conduite de Vauban. Du côté de la porte de Tongres, point convergent de l'attaque, le Gascon, qui commandait les régiments du roi et de la couronne, ainsi qu'un détachement de 300 grenadiers et d'une centaine de mousquetaires, s'était emparé la nuit précédente, après un terrible assaut d'une demi-lune essentielle pour la suite du siège. Vers midi, alors qu'il prenait son déjeuner à l'arrière des lignes, il entend une forte détonation. Il comprit aussitôt qu'un fourneau, autrement dit une grosse mine, venait d'exploser sur la demi-lune et que c'était le signal de la contre-attaque ennemie. Bien qu'il ne fût pas de jour, c'est-à-dire de service, il quitte ses convives, courut au camp des mousquetaires, rassemble les renforts disponibles. La demi-lune fut reprise après un feu d'enfer et sanglant corps à corps. Quelques vieux généraux, raconte un témoin, disent que c'est l'action la plus courageuse, la plus mouvementée qu'ils aient jamais vue de leur vie. Atteint d'une balle de mousquet à la gorge, D'Artagnan gît au milieu du glacis. 4 de ses hommes se font tuer ou blesser pour ramener son corps. L'armée apprend sa mort héroïque. Louis XIV fait dire pour lui un service funèbre sous sa tente. « Madame, mande-t-il à la reine, j'ai perdu D'Artagnan, en qui j'avais la plus grande confiance, et m'était bon à tout. » Plusieurs jours après la chute de Maastricht, évoquant sa mémoire avec estimée douleur, il vantait encore ses qualités exceptionnelles, en particulier, comme le rapporte son historiographe Pélisson, le fait qu'il était presque le seul qui eût trouvé moyen de se faire aimer des gens. On ne faisait pas de choses extrêmement obligeantes pour eux, voulant parler de M. Fouquet, qu'il avait gardé avec beaucoup d'exactitude, et de M. D'Humieres, dont il avait occupé la charge. Un officier des mousquetaires, Pierre Carré d'Aligny, qui lui voulait une grande vénération, écrit dans ses mémoires « On a de la peine à trouver meilleur français. Si on mourait de chagrin, j'en serais assurément mort de perdre un si galant homme, et qui m'aimait depuis 12 ans, comme si j'avais eu l'honneur de lui être proche. » Même tonalité chez le baron lillois Michel Ange de Horsden, qui vouait en lui le meilleur des hommes, le plus intègre, le plus généreux, le plus fidèle, le plus cher des amis. Dans l'extraordinaire de la valeur des Français au journal du siège de la prise de Maastricht en 1674, le poète Rouliani de Saint-Blaise compose à partir de ça quelques vers simples et naïfs qui valent toutes les orations funèbres. Le roi ressent cette infortune dans une douleur non commune, et toute son armée en deuil ne peut supporter cette atteinte, qu'en s'écriant dans sa complainte, D'Artagnan et la gloire ont le même cercueil. Il ne pouvait prévoir que moins de 2 siècles plus tard, une autre gloire romanesque allait le faire sortir du tombeau et lui conférer l'immortalité. Comme on l'a vu, le véritable D'Artagnan, dans les mémoires duquel Alexandre Dumas puise de quoi nourrir son imagination, s'appelait Charles Batz de Castelmore. Il est né en 1611 ou 1612. Il fut galant et querelleur jusqu'au jour où Mazarin l'attache à sa personne, emblématique du courtisan du grand siècle. Il fut volage, mais finit par se marier, la cinquantaine venue, non pas avec Constance,
comme dans les romans, mais avec une demoiselle qui, jalouse à l'excès, le quitte au bout de quelque temps pour se retirer dans un couvent, laissant D'Artagnan mourir au siège de Maastricht et ainsi poursuivre sa légende. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.